Installe-toi, prends ton café, car il faut que je te parle de la dernière sortie animée du moment. La saison 2 vient de commencer, c'est un vrai banger, alors laisse-moi te présenter aujourd'hui Solo Leveling. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de Solo Leveling saison 2. Et en vrai, je sais pas trop quoi en penser moi de cet épisode. Qu'est-ce qu'ils ont été vite Tu sens qu'ils ont autant hâte que nous d'arriver à l'arc de Jeju là. Ils foncent. Parce que s'ils vont aussi vite que ça pour les 2 derniers épisodes de la saison 2, moi je t'avoue, je fais une crise existentielle. Toutes les reviews qu'on a postées depuis 10 semaines, tous les mercredis soirs, je les supprime. C'est pas vrai. Non mais plus sérieusement, tu sens qu'il y a quand même des bonnes choses dans cet épisode. Il y a une tension qui s'installe, on sent qu'on arrive un petit peu à l'apothéose de cette saison 2, et ça fait vraiment du bien. Mais j'aurais aimé qu'ils prennent un petit peu plus de temps pour montrer certaines séquences que si toi aussi tu as lu le manhwa, ou si tu as lu le roman, et tu sais qu'elles n'existent pas et qui auraient pourtant pu apporter un petit plus en fait à cette animation, et je pense que ça aurait pu être sympa. C'est pour ça que si tu veux découvrir un petit peu plus sur ce que tu as pu voir dans l'animation entre le combat des rangs S et celui surtout de Goto et de Jinwoo, mais n'hésite surtout pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai quelques petites infos à te donner en plus si ça peut t'intéresser. En vrai, j'ai un petit peu la sensation que dans cet épisode, ils ont manqué de temps ou ils ont manqué d'argent pour pouvoir se focus peut-être plus sur les 2 derniers épisodes qui, si la rumeur était vraie, seraient des épisodes de 1 heure, ce serait génial. Alors encore une fois, je sais pas si ce sera le dernier ou les 2 derniers, mais il y a eu cette notion en tout cas de faire un épisode d'1 heure au minimum, et ça pourrait quand même être bien. Et donc si c'est vraiment pour ça que le 10e est un petit peu plus faible pour pouvoir se focus entièrement sur les 2 derniers, je suis ok. Ils nous font un banger, on accepte que le 10e soit peut-être un petit peu plus faible que les autres, pas de souci. On s'attendait à ce combat entre nos 4 rangs S coréens et japonais, et on pouvait s'imaginer la violence et la rapidité que ce combat aurait. Et ce début d'épisode 10 va nous offrir ce dont pourquoi on attend depuis une semaine. Enfin, à peu de choses près, parce que personnellement, je trouve qu'il y a certaines infos dans le livre qui nous ont été données qui auraient vraiment pu apporter un plus à la narration pendant ce combat. En effet, je trouve que l'on ne retrouve aucune âme dans cette animation. Aucune émotion n'est véhiculée à mes yeux, on fait que passer d'une séquence à une autre jusqu'à la fin de ce combat. Pourtant, dans le livre, nous pouvons retrouver différentes explications qui pimentent et apportent un vrai plus à cette confrontation. Prenons l'exemple de Kumamoto. C'est le rang S que l'on voit qui est un petit peu en doute sur lui-même, on voit qu'il manque de confiance, qu'il a peur du combat. Dans le livre, on nous aborde ce personnage comme un personnage beaucoup plus dangereux. Dès le début, il se retrouve derrière Baek, et Baek, à ce moment-là, il sent directement la tension meurtrière que dégage ce personnage. Et rien que ça, c'est déjà important de le savoir beaucoup plus tôt dans l'animé, sauf qu'à ce moment-là, il va se raviser et il ne va pas taper Baek, parce qu'il y a cette notion un petit peu de double personnalité, de ne pas avoir assez confiance en lui ou ne pas vouloir donner un coup à Baek. En fait, Goto se sert de ce combat pour pouvoir évaluer son effectif et pouvoir évaluer Kumamoto. Ce qui n'empêche que ce personnage semble être psychologiquement instable, et on apprend qu'on ne peut pas le laisser travailler en équipe, et qu'on lui donne donc uniquement des raids de rang B qu'il peut à ce moment nettoyer tout seul. C'est le genre d'information que j'aime assez bien, ça nous pousse à comprendre un petit peu la gravité du raid de Jeju, car les Japonais sont obligés de faire appel à des éléments comme Kumamoto, qui sont des personnages instables, qui n'arrivent pas à travailler en équipe, alors que là on lui demande typiquement de faire équipe avec une dizaine de rangs S supplémentaires. Faire appel du coup à un élément pareil, c'est prendre un risque que ce soit une bombe à retardement pendant l'événement. On rajoute quand même une inconnue dans l'équation, et ça peut porter préjudice lors du moment présent. Sinon, on peut voir les rangs S s'affronter et constater que les Japonais prennent progressivement le dessus. Sauf concernant Shae-in, que l'on surnomme la danseuse, et qui élimine facilement son adversaire et se dépêche de venir en aide à Baek, qui se retrouve en 1v3, après l'élimination des 2 autres chasseurs coréens. Après que Sha ait par réflexe dégommé le visage de notre fameux chasseur instable, il rentre dans une rage folle, et tout le monde constate que ses intentions ont changé. Les Japonais n'estiment cependant pas devoir intervenir. Et c'est là une grosse différence que j'ai pas ressentie dans l'animé, c'est le danger que dégage cette personne qui ne se contrôle plus. Et Sha, on comprend qu'elle est tout doucement en difficulté, ça devient plus dangereux qu'un simple entraînement amical. Et c'est pour ça que Jinwoo va intervenir. Et c'est ce qui poussera Goto à croire une énième fois que Jinwoo ne peut pas être magicien vu le move qu'il vient de faire. Et c'est ce qui le pousse à descendre pour le confronter et essayer de découvrir son secret. Goto est agacé de constater que Jinwoo prend ça à la rigolade, d'autant que Jinwoo accepte uniquement si Goto se donne à fond. Le combat prend très vite une autre ampleur quand Goto remarque que Jinwoo lui tient tête avec nonchalance et continue même de sourire. Mais Jinwoo va lui aussi se prendre au jeu. La grande différence entre l'anime et le livre, c'est qu'en s'énervant, Goto érafle la joue de Jinwoo, et à ce moment,
est suivie une notification du système qui indique à Jinwoo que son adversaire a une intention meurtrière. Lorsque le système lui donne cette notification, Jinwoo en fait il a peur. Il a peur de recevoir du système l'ordre d'abattre la menace qui atteint à sa vie. Comme ça lui était arrivé lors de la saison 1, lorsqu'il était dans un donjon et que des humains voulaient sa mort à lui et à celle de Gino, si je dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, le système lui avait demandé d'éliminer toute menace sous peine de recevoir un malus en fait. C'est aussi ça qui pousse Jinwoo à hausser un petit peu le niveau pour essayer de mettre fin à ce duel avant même de recevoir cette notification et d'être obligé de tuer Goto. Sauf que le combat sera interrompu avant le coup final, nous empêchant de connaître le dénouement de ce duel. Enfin, ça, c'est que si on se contente de l'animé. Parce que dans le livre, on peut apercevoir qui des deux l'aurait remporté sans aucune hésitation. Après l'interruption des autres chasseurs, Jinwoo reprend progressivement ses esprits et remarque qu'il s'est emporté. Sauf que de l'autre côté du terrain, Goto lui est figé par la peur, ou du moins il semble avoir été frappé par la mort. Et c'est d'ailleurs comme cela qu'il qualifiera son combat un peu plus tard dans son bureau lors d'une séquence oubliée. Sauf qu'il y a quand même une petite nuance à apporter. C'est vrai que moi je me base principalement sur le manhwa, que je considère comme ma source fiable. Seulement, il faut savoir que le manhwa n'est pas l'œuvre originale de Solo Leveling et qu'il y avait un roman à la base de tout ça. Et cette fameuse séquence où on voit Goto qui est figé par la peur n'est absolument pas présente dans le roman. Elle n'est là que dans le manhwa, ça a été une liberté prise par les illustrateurs lors du manhwa. Et ça, je l'ai appris en faisant cette vidéo. Donc c'est à prendre avec des pincettes. L'animé, est-ce qu'il essaye de faire un juste milieu entre ce qu'il y a dans le roman et ce qu'il y a dans le manhwa? Ou est-ce qu'au final, il essaye de rester plus fidèle au roman et le manhwa, qui est pour le coup, je pense quand même, la source la plus populaire de la majorité des gens qui suivent l'animé de Solo Leveling et qui suivent l'histoire de Solo Leveling? Eh ben, j'ai oublié ma phrase. J'ai complètement oublié où je voulais en venir. Si l'animé se base exclusivement sur l'un, un juste milieu entre les deux, ou si il se base sur le manhwa et du coup ce manque de séquences que l'on peut voir principalement dans le manhwa et dans l'animé, eh ben, est plutôt une erreur ou en tout cas une décision de la part des réalisateurs de l'animation. Ce qui nous permet aussi de comprendre la supériorité de Jinwoo lors de ce combat, c'est qu'il a profité de tout ce remue-ménage pour attribuer des soldats aux ombres des rangs S. Grâce à ça, il peut maintenant garder un œil constant sur le président, Sha, Baek et Goto, ainsi que tous les autres rangs S. Le pire, c'est qu'aucun des chasseurs présents n'a pu remarquer son stratagème. Voilà un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur ce combat, des informations qui, de mon point de vue, ça a été intéressant de vous partager ici pour peut-être se rendre compte un petit peu plus de la profondeur, parce que pour l'instant, j'ai un peu la sensation que dans le manhwa, on avait affaire à un combat qui était quand même assez intéressant, avec un côté un peu épique, cette notion un petit peu quand même de fantasme de voir des super bons soldats se battre contre d'autres super bons soldats, alors que dans l'animé, j'ai un petit peu eu le ressenti en le regardant que ce combat était complètement anecdotique, et c'est, regardez, je vous montre des images les unes à la suite des autres. Allez, on passe au chapitre suivant. Ce qui nous intéresse, c'est Jeju. Et donc, je ne sais pas, encore une fois, quelle est la décision qui a été prise par les réalisateurs. Si c'est uniquement de se baser sur le roman, si au contraire, c'est de se baser sur le manhwa, et qu'à ce moment-là, ils ont pris des décisions scénaristiques. Et je ne suis personne que pour pouvoir juger de si c'était le bon ou le mauvais choix. D'autant qu'on n'a pas encore eu les 2 derniers épisodes de cette saison 2 qui, je pense, nous donneront un petit peu plus d'informations sur tout ça. L'objectif de l'épisode est bien évidemment d'introduire le raid de Jeju. Et sur ce plan-là, je trouve que c'est une réussite. L'animation arrive à installer progressivement une tension épique qui va augmenter progressivement avec les musiques, le choix des plans ou encore des dialogues. On rentre dans une phase où on va nous illustrer l'ensemble des personnages que l'on a rencontrés au fil de ces 2 saisons et qui ont eu des interactions avec Jinwoo. Histoire de jouer un petit peu quand même sur la corde sensible des émotions et de l'attachement qu'on a eu pour certains personnages. Quand on voit toute l'installation mise en place par l'association et le président, ainsi que la puissance des rangs S et A qui sont mobilisés, on n'a aucune crainte à se faire. D'autant qu'ils peuvent compter sur de nombreux chasseurs qui avaient finalement décidé de se ranger et qui pour l'événement actuel décident de reprendre les armes. C'est d'ailleurs le cas du chasseur S, Min, qui rejoint nos rangs S coréens avant l'embarquement. Le premier raid de l'île de Jeju reste quand même gravé dans les mémoires comme une énorme défaite, une énorme souffrance et a éveillé beaucoup de traumatisme chez beaucoup de chasseurs. On sent vraiment cette détermination, cette motivation à pouvoir enfin assouvir leur vengeance et réussir à mettre un terme définitif à cette fourmilière. Aussi, cet enchaînement de séquences nous montre à quel point nous ne devons pas sous-estimer Choi, qui jusqu'à présent passait un peu inaperçu aux côtés de Sha, Jinwoo ou encore du président. Mais ses pouvoirs sont redoutables et son sens de la stratégie est un réel atout pour ce raid, ce qui justifie amplement son poste de maître de la première guilde de Corée.
Et tout le monde est prêt. Le 4e raid de l'île de Jeju peut commencer. Et pendant ce temps-là, notre petit Jinou, il décide de faire son exercice quotidien à des kilomètres de là. Et il ose même s'étonner qu'il est le seul dans les rues. Alors que tout le monde est figé sur sa télévision pour voir le live qui est retransmis du raid de Jeju. D'ailleurs, ça me permet également de te donner 2-3 petites séquences qui n'ont pas été mises dans l'animation et qui sont présentes dans le manoir. Jinwoo qui est allé à la rencontre de Jino, parce que Jino a investi au final dans un QG pour pouvoir accueillir la future guilde de Jinwoo. Sauf qu'en fait, pour créer une guilde, il faut minimum 3 membres. Et pour l'instant, il y a Jinwoo et Jino. Il en manque un 3e. Et Jinwoo lâche comme ça, qui pense à quelqu'un pour ce 3e membre de la guilde. Et je te laisse me donner tes hypothèses dans les commentaires. On le voit également protéger le quartier de petits voleurs et de criminels qui profitent des rues moins protégées à la vue du raid de Jeju. Chose que Jinwoo ne peut tolérer. Comme on avait peut-être pu un petit peu le sous-entendre lors de la review de l'épisode précédent, Jinwoo, il a récupéré sa famille, il a retrouvé sa mère, il a retrouvé un confort familial. Rappelons quand même que l'objectif premier de Jinwoo de devenir chasseur, c'était de venir en aide financièrement à sa sœur et aux soins médicaux de sa mère. Maintenant qu'elle est là, il a plus de motivation. Mais bon, ça, c'est avant que le système arrive. Maintenant, il a d'autres motivations, on est bien d'accord, mais ça, on en parlera plus tard. Et puis, on le comprend peut-être difficilement, mais Jinwoo a donné sa réponse après avoir vu l'ensemble des rangs S à l'œuvre durant les combats d'entraînement. Il est donc lui aussi convaincu que l'ensemble des forces monopolisées par la Corée et le Japon sont amplement suffisantes pour venir à bout de cette fourmilière. Tu te doutes bien que c'est absolument pas ce qui va se passer, surtout lorsqu'on nous montre ces images-là. La fourmilière est devenue trop grande pour l'île. Les fourmis s'affrontent pour survivre et sont obligées de faire acte de cannibalisme pour se nourrir. La reine ne peut plus tolérer ça et active la naissance de son plus fidèle soldat. Une fourmi unique qui a subi une mutation particulière. La naissance pure du chaos. Comme j'ai pu vous le répéter dans plusieurs des reviews précédentes, dans Solo Leveling, un donjon, un raid ne se passe jamais comme prévu. On découvre cette dernière séquence où la guérisseuse japonaise n'aura pas le temps de soulager les douleurs de ses coéquipiers, car elle sera tout simplement la première victime sur une longue liste de la plus grande menace à laquelle Solo Leveling aurait été confronté jusqu'à présent. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Comme toujours, hein. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo et pour cet épisode 10 de Solo Leveling. J'espère que mon analyse, que mes propositions t'auront plu. Et surtout, n'hésite vraiment pas à t'abonner à cette chaîne. Si cette vidéo t'aura plu, ça m'aidera énormément. On se rapproche tout doucement des 200 abonnés. Ce serait génial de pouvoir les atteindre le plus rapidement possible. En tout cas, ce serait grâce à votre soutien. Donc, pense vraiment à mettre un petit like, à mettre un commentaire. Ça aidera énormément le référencement pour faire voir cette vidéo à plus de personnes et honnêtement, c'est un soutien complètement gratuit pour vous, mais qui représente énormément de choses pour moi. Donc un tout grand merci d'avance de jouer le jeu à 100% et de me soutenir dans cette aventure que l'on fait maintenant depuis un petit peu plus de 2 mois. J'insiste aussi sur un point, je ne fais absolument pas partie de ces gens qui souhaitent voir une retranscription parfaite de l'animé de ce qu'a été le manhwa juste avant, loin de là. J'aime juste en fait vous partager ces séquences qui n'ont pas été montrées pour ces personnes qui se contentent uniquement de l'animé et comme ça ils ont un petit peu plus de matière à analyser, de matière à comprendre et ça donne aussi un petit peu de quoi grignoter en attendant le prochain épisode de Solo Leveling qui sort une semaine après. Mais c'est vrai que pour conclure un petit peu cet épisode 10, je suis un petit peu resté sur ma faim parce que j'avais une attente un petit peu plus grande concernant l'introduction du raid de Jeju, de comprendre à quel point c'est important comme j'avais pu le ressentir lorsque j'ai lu le manhwa pour la première fois. C'est pour ça que cet épisode 10, à mes yeux, me paraît un petit peu plus faible que les autres. Mais j'ai vraiment aucune crainte sur le fait que le prochain épisode sera un vrai banger. On va enfin découvrir ce raid de Jeju et j'ai hâte de pouvoir l'aborder avec vous mercredi prochain à 20 h pour la sortie du prochain épisode. D'ici là, n'hésite vraiment pas à nous rejoindre sur Discord, sur Twitch et sur YouTube car on fait actuellement un serveur Cobblemon un petit peu à la Pokérayou et tous les membres de la communauté sont les bienvenus. Donc si tu es resté jusque là, au moins tu auras l'information et une petite récompense d'avou d'être resté jusqu'au bout. Et surtout, on se donne rendez-vous très très vite dimanche pour une vidéo qui a rien à voir avec de la review plus musicale et tout ça. Et mercredi prochain pour ce 11e épisode de Solo Leveling. D'ici là, moi je te fais des gros bisous, je te souhaite de passer une très belle fin de journée et on se donne rendez-vous très très vite. À bientôt et au revoir.